Mes chers amis, je vous retrouve ici à Limoges avec bonheur. Tant de souvenirs reviennent quand je parle de nos réunions de Limoges. Lorsque Alain Rodet nous accueillait pour la campagne de Lionel Jospin pour les élections législatives de 1997, pour les élections présidentielles de 2002, nous étions aussi nombreux pour Ségolène Royal en 2007, et je n'oublie pas les grands rassemblements en 2012 pour me permettre d'accéder à la présidence de la République. Oui, Limoges, une fois encore, accueille Anne Hidalgo avec la même ferveur, le même engagement, la même confiance dans les valeurs que nous partageons. L'histoire, mes chers amis, n'est pas une nostalgie. C'est une inspiration pour avancer, c'est une source pour construire, et c'est surtout un appel pour poursuivre le grand mouvement qui s'appelle le socialisme et qui n'en a pas fini avec son chemin, celui-là même que François Mitterrand nous indiquait au début des années 70. C'est le sens de ma présence ici. Je suis là d'abord parce que je suis reconnaissant. Je sais ce que je dois au Parti socialiste, à ma famille politique. Sans elle, sans ses militants, sans ses élus, sans ses électeurs, je ne serais pas devenu président de la République. Je suis là parce que je suis socialiste. Et comme socialiste, je vais vous confier un secret, je vote toujours socialiste. C'est plus simple. Et si certains s'interrogent autour de vous, dites-leur qu'ils fassent comme moi, tout simplement. Je suis là parce que je suis fidèle et loyal, surtout quand c'est difficile. Qu'aurait-on dit si je m'étais tu ou si je m'étais caché? Je laisse ça à d'autres, ou plutôt à un autre qui n'a jamais été un exemple pour moi. Je suis là, comme j'étais déjà là, à la fin du mois d'octobre, pour accueillir Anne Hidalgo à Tulle, dans la ville qui m'est chère, et pour lui dire mon soutien. Et encore aujourd'hui, Anne Hidalgo s'est engagée dans une campagne, dans un contexte extrêmement difficile. Elle a du courage, elle a de la ténacité, elle a de l'ambition pour tous, elle a donc mon soutien. Nous vivons une campagne présidentielle inédite. D'abord, nous sortons d'une crise sanitaire qui aura duré 2 ans et qui n'est sans doute pas encore terminée. Elle a conduit beaucoup de nos concitoyens à se replier, à s'isoler, à se masquer. Elle a aussi bousculé nos modes de vie, nos modes de travail, nos modes de transport, nos modes d'habitat, nos relations sociales. Elle nous a conduits à redéfinir notre relation avec la santé et aussi de considérer avec admiration les personnels de soins et plus largement les services publics. Elle a aussi obligé les pouvoirs publics à abandonner toute règle budgétaire et à considérer que plus rien n'avait de coût, de prix, d'où une dette publique colossale qu'il faudra bien, je vous l'annonce, honorer un jour ou l'autre. Cette sortie de crise aurait pu néanmoins ouvrir de beaux débats pour la campagne présidentielle sur le rôle de l'État,
notamment pour sauver les marchés quand ils sont pris de court. J'admire toujours le patronat, qui n'a de cesse de se plaindre de l'intervention de l'État et de le réclamer dès qu'il a une difficulté. De dénoncer les subventions, les aides, les prestations de toutes sortes et de tendre sa sébille dès qu'il est lui-même en difficulté. C'est bien qu'une crise au moins ait révélé l'importance de l'État et le rôle des services publics et même des fonctionnaires. Rendez-vous compte, ils sont allés jusque-là. Oui, il y aurait pu y avoir de beaux débats sur l'aménagement du territoire, sur la redécouverte de la ruralité, parce que c'est finalement pas si mal d'habiter une maison avec un petit jardin et d'avoir une quiétude et de ne pas être forcément obligé d'être dans les grandes métropoles. Oui, ça aurait pu être un débat utile de montrer l'urgence de la transition énergétique et écologique, d'avoir aussi une volonté de réduire les inégalités que la pandémie a encore aggravées. Oui, c'était aussi une opportunité de reparler du rôle de la science, de la place de la recherche face au complotisme de toutes sortes, encore récemment, de ceux qui considèrent que le pass vaccinal était une atteinte insupportable aux libertés. Oui, c'était un débat utile que de rappeler l'engagement citoyen dans une république fraternelle. Mais voilà, la guerre en Ukraine est venue tout bouleverser. Cette guerre, beaucoup n'ont pas voulu la voir. Arrivée, elle était pourtant inéluctable. Il y a encore quelques semaines, certains considéraient Vladimir Poutine comme un modèle, un exemple d'autorité, un personnage qui défendait les valeurs de la civilisation chrétienne et dénonçait la décadence des démocraties. D'autres, confondant sans doute la Russie et l'Union soviétique, certains n'ont pas encore vu tout à fait le changement, justifiaient les revendications de la Russie au prétexte qu'elle était agressée par le camp occidental, par l'OTAN, par l'impérialisme américain, alors que déjà en Syrie, en Tchétchénie, en Géorgie, Vladimir Poutine avait manifesté une volonté d'écraser les peuples qu'il entendait dominer. Il lui trouvait des excuses pour l'annexion de la Crimée, considérant qu'il était finalement chez lui en s'invitant chez ses voisins. Il pensait qu'il était l'agressé, alors que, nous le savons hélas, depuis plusieurs semaines, l'agresseur, c'est lui et c'est d'abord lui, et il n'y en a pas d'autre. Par indulgence, je ne parlerai pas de ceux qui, faisant des affaires en Russie, ne trouvaient rien à redire sur les atteintes aux droits de l'homme, sur l'enfermement des opposants, sur l'empoisonnement des témoins gênants, comme au pire temps du stalinisme. Et que dire de l'innocence, pour ne pas dire de la naïveté, de dirigeants qui espéraient par le dialogue poli et le doux commerce faire plier le dictateur, lequel, je vous l'assure, pour l'avoir rencontré, ne connaît que le rapport de force. Je l'ai éprouvé dans cette longue nuit de Minsk, c'était en février 2015, où nous avions, avec Angela Merkel, réussi à l'arrêter, tout simplement parce qu'il savait à ce moment-là qu'il avait plus à perdre qu'à gagner en poursuivant son offensive au Donbass. Mais, hélas, depuis plusieurs années, Vladimir Poutine n'a pas cessé d'avancer en Syrie, en Libye, au Sahel, et plus près de lui, en Géorgie, en Biélorussie, au Kazakhstan, en Arménie. Vladimir Poutine n'est pas fou, il est cruel, sans doute, mais il est déterminé. Il poursuit deux objectifs depuis presque 20 ans. Reconstituer sous d'autres formes, sans doute, ce qu'a été l'Union soviétique ou l'Empire russe.
avec une lecture falsifiée de l'histoire. Et ensuite, occuper tous les espaces laissés par les États-Unis et le camp occidental. Tout est bon à prendre. Le Venezuela de Chavez qu'il faut défendre, comme la junte birmane qui écrase les Rohingyas. Le Nicaragua, comme la Corée du Nord. Le Centrafrique, comme le Mali. Tout ce qui peut permettre d'enfoncer un coin dans le monde de la démocratie et dans ce que peut être une société apaisée. Ces moyens sont militaires. Ils les utilisent tous, les plus technologiques comme les plus insidieux. Ces moyens sont politiques. Ils déstabilisent les démocraties, utilisent même les formes de la cyberattaque pour polluer un certain nombre de scrutins électoraux. Il soutient toutes les extrêmes droites, partout. Ces moyens sont aussi religieux. Il prétend qu'il défend l'Occident chrétien quand celui-là même a renoncé. Sa méthode, c'est la guerre. Tant il pense que nous ne la voulons pas, cette guerre, et que nous céderons sous la pression. Alors, il ne néglige pas tous les moyens pour écraser les populations civiles, pour bombarder des villes, les détruire. On pensait que c'était simplement réservé à la Syrie qui avait déjà vu Alep s'effondrer. Eh bien non, à Mariupol et peut-être dans d'autres villes, il ira jusqu'au bout. Sa méthode, c'est l'effroi, pour essayer de paralyser les vieilles démocraties, d'où son évocation que rappelait Jean-Claude du nucléaire ou d'armes de nouvelle génération. Aussi, mes chers amis, l'Ukraine n'est pas un terrain d'affrontement entre l'Est et l'Ouest, comme au temps de la guerre froide avec des idéologies concurrentes. Non, c'est le théâtre dramatique d'un affrontement entre le cynisme de la force et la résistance de la liberté. Alors que peut faire la France? Et quelle est la responsabilité de l'Europe? Nous sommes devant un dilemme, hélas, incontournable. Soit nous nous engageons dans le conflit auprès des Ukrainiens, au risque d'un embrasement général, soit nous laissons faire Vladimir Poutine aller jusqu'au bout dans son offensive et commettre d'innombrables crimes de guerre pour ensuite imposer son ultimatum. Y a-t-il une autre voie? Oui. Entre l'escalade et l'impuissance, le seul chemin possible, c'est d'infliger à la Russie des dommages insupportables à son économie pour obliger Vladimir Poutine à revenir à la table des négociations. Cela passe par des sanctions individuelles, la suspension des transactions financières, le retrait des entreprises européennes du marché russe. Et il y a encore beaucoup à faire, y compris d'entreprises françaises. Mais comment admettre qu'au moment où l'armée russe bombarde hôpitaux, écoles, théâtres, il soit encore possible d'acheter du gaz et du pétrole venant de la Russie avec des euros sonnants et trébuchants? Chaque jour, 700 millions d'euros sont encaissés par la Russie, qui les transforme en autant d'équipements militaires. L'Union européenne a pris à Versailles, il y a peu, Versailles, un cadre qui n'était pas forcément le plus approprié, des décisions apparemment fortes. Elles sont insuffisantes. Et nous devons aujourd'hui admettre qu'il faudra suspendre notre approvisionnement de gaz venant de Russie. Ça aura nécessairement des conséquences. Et je mesure ce que représente la hausse du prix de l'énergie qui était déjà d'ailleurs engagée avant la guerre en Ukraine. Des ressources vont peut-être manquer. Des denrées alimentaires vont sans doute se renchérir. Mais préférons-nous grelotter un peu l'hiver prochain ou trembler pendant longtemps pour l'avenir de nos enfants? Préférons-nous payer un peu plus cher notre pain ou laisser affamer la population ukrainienne? Préférons-nous aider l'Ukraine à rester libre
ou accueillir des millions d'Ukrainiens chez nous. Je mesure ce que les images de désolation provoquées par la guerre inspirent le plus grand effroi, inquiètent les jeunes comme les anciennes générations qui, elles, ont connu la guerre, et envahissent les esprits de nos concitoyens au moment même où ils sont appelés à se prononcer dans le cadre d'une élection qui doit décider de notre destin pour les 5 prochaines années. Mais à mes yeux, la gravité de la situation n'occulte en aucun cas les enjeux de la présidentielle. Au contraire, elle les élève au niveau qui convient. Car je rappelle, peut-être par expérience, que le chef de l'État est le chef des armées, qu'il dispose de l'arme la plus ultime, la dissuasion nucléaire, que l'essentiel de son activité, au-delà de la gestion des affaires intérieures, est consacré à l'avenir du monde et à l'équilibre de la planète. Et que donc, choisir le prochain président de la République ou la prochaine présidente de la République, c'est s'élever à ce niveau-là de responsabilité. C'est ne pas faire un choix anodin en se disant « vieux mot celui-là pour me faire plaisir juste un instant ». Non, il ne s'agit pas de savoir celui ou celle qui entonne la musique la plus agréable à l'oreille. Il s'agit de savoir qui, dans ce contexte-là, est capable d'être président ou présidente de la République. Et c'est ce rôle-là qui doit être rappelé à chaque instant. Nous ne sommes pas dans un jeu, nous ne sommes pas dans une tombola, nous ne sommes pas dans un concours de pronostics, nous sommes devant une élection présidentielle dans un contexte qui n'a jamais été aussi grave pour l'Europe et même pour le monde. Alors cette guerre en Ukraine, quelle que soit son issue, elle peut être proche comme elle peut être plus lointaine, exigera de faire des choix majeurs pour les 5 prochaines années. À nous et à Anne Hidalgo de les imposer dans la campagne. Le premier, c'est la défense de la France. Comme je l'avais fait durant mon mandat pour lutter contre le terrorisme islamiste, il nous faudra faire des efforts, prendre des décisions courageuses. Je rappelle d'ailleurs que l'extrême droite, comme les Insoumis, avait contesté mes choix d'intervenir au Mali et en Syrie. Comme d'ailleurs avait refusé de voter toutes les lois que nous avions présentées au Parlement pour lutter contre le terrorisme et pour améliorer le renseignement. Eh bien, encore aujourd'hui, il nous faudra faire le même effort pour moderniser nos équipements militaires, pour utiliser la cyberdéfense, pour veiller à ce que l'espace ne soit pas non plus un sujet de conflit ou de danger, et de nous doter des moyens les plus technologiques pour nous protéger. Nous consacrons un peu moins de 2% de la richesse nationale pour notre défense. 2%. Est-ce que ce n'est pas une assurance supportable, acceptable, pour que les démocraties puissent être fortes? Les démocraties, elles n'ont pas simplement la paix dans la bouche, elles ont la nécessité de la défendre, y compris en se faisant respecter. Et c'est pourquoi l'Europe de la défense est un impératif. L'Allemagne vient d'en prendre conscience et de s'engager, elle aussi, à augmenter ses dépenses militaires. Il était temps. Et j'en entends pourtant, aux deux extrêmes de notre vie politique, qui s'insurgent contre le réarmement allemand au discours de siècle dernier. Comme si aujourd'hui c'était là le danger. Non, nous avons besoin que l'Allemagne, elle aussi, s'équipe dans le cadre d'une Europe de la défense. Et d'une certaine façon, pour reprendre des expressions, oui, l'Allemagne doit aussi payer pour la sécurité collective. Soyons clairs aussi entre nous. Cette Europe de la défense se fera dans l'Alliance atlantique ou elle ne se fera pas. Le non-alignement, c'est l'isolement conjugué à l'inaction.
La France n'a jamais été un pays non aligné. La France, elle s'est toujours marquée par son indépendance, mais aussi par la fidélité à ses alliances. Vouloir porter une équivalence entre les démocraties et les régimes autoritaires, c'est un renoncement. Et moi, je fais la différence entre Biden et Poutine. Je fais la différence entre le chancelier allemand et le président Xi Jinping. Je fais la différence entre un président élu dans un pays démocratique avec un scrutin libre et les régimes autoritaires. Je fais la différence entre un démocrate et un dictateur. Et si on n'est pas dans le camp des démocrates, où est-on? Si ce n'est à faire le jeu des dictateurs. La France n'en perd pas moins sa capacité diplomatique, son autorité dans le monde. La France est membre permanent du Conseil de sécurité, mais elle a des alliés. Et c'est sa dignité que de faire en sorte que ses alliés puissent savoir que nous serions là le moment venu. C'est ce qui fait que nous sommes un grand pays, et c'est ce qui fait que nous sommes respectés dans le monde. Sortir de l'OTAN, ce serait entrer dans l'indétermination et dans l'incertitude. Le général de Gaulle s'y était refusé, alors même qu'il quittait le commandement intégré. François Mitterrand avait rappelé déjà à cette époque que les missiles étaient à l'est et les pacifistes à l'ouest. Cette formule n'a rien perdu de sa valeur et elle s'appliquerait à des individus que je ne nommerai pas ici par charité, socialistes bien sûr. Nous n'avons pas d'ennemis dans le monde, mais je dois vous faire cet aveu, nous n'avons pas que des amis non plus. Alors c'est pourquoi les socialistes, oui, ont toujours fait avancer l'Europe, ont toujours pensé que c'était par l'Europe, non seulement que nous ferions la paix entre nous, mais que nous lutterions contre les totalitarismes, contre les dictatures, contre les manquements au droit international, que nous défendrions mieux les institutions internationales, que nous respecterions les Nations Unies. Et c'est pourquoi les socialistes n'ont jamais failli par rapport à la construction de l'Europe, quel qu'en fût le coût à un certain moment. L'Europe est le cadre dans lequel nous voulons agir, qui propose d'ailleurs maintenant d'en sortir. J'entendais Boris Johnson qui avait osé comparer le peuple britannique avec le peuple ukrainien dans sa lutte pour retrouver sa liberté. Eh bien, cet exemple, je m'en félicite, n'a été suivi par personne. Il y a encore quelques années, il y avait des candidats qui voulaient sortir de l'Union européenne. Aujourd'hui, que nenni. Et ils font des contorsions, qui songent d'ailleurs à abandonner l'euro. Dans une période comme celle-là, mieux vaut une monnaie stable qu'une monnaie fondante. Qui se plaint de la Banque centrale européenne, hier considérée comme une tutelle effroyable. Aujourd'hui, regardez pour l'abondance de la liquidité qu'elle produit et qui nous permet d'avoir, pour le moment, des taux d'intérêt particulièrement bas. Qui refuse les crédits européens? Je n'en connais pas. Mais ils oublient que dans l'Europe, il faut respecter les règles et les traités. Et j'en connais qui voudraient être dans l'Europe sans les traités. C'est très difficile. Qui voudraient, eux, avoir tous les avantages, mais aucun inconvénient. Qui voudraient l'Europe pour eux. Ils viendraient à la table du Conseil européen et diraient, bon, qu'est-ce qu'il y a pour nous au menu? Non, même pas au menu, à la carte. On ne prendra que le dessert. Mais on ne paiera pas l'addition. Eh bien non, ça ne fonctionne pas comme ça, le restaurant européen. J'en connais d'autres qui ont trouvé la méthode pour financer leur programme. Ils annulent la dette purement et simplement de la France. Mais comment s'y prennent-ils? Ils ont la réponse. Ils vont voir Madame Lagarde, femme tout à fait agréable, et paraît-il promise à un avenir encore plus glorieux. Il lui serre la gorge et c'est fini, la dette est effacée et les dépenses peuvent continuer à prospérer, si seulement. Si seulement il fallait faire le déplacement à Francfort, s'incliner devant Madame Lagarde ou tout autre,
et obtenir l'annulation de la dette. Mais non, la dette, il faudra bien la payer. Et mieux vaudrait que ce soit avec des taux d'intérêt qui soient les plus bas possibles, plutôt que de craindre, comme c'est le cas aujourd'hui, qu'ils finissent par remonter. Vous savez, aussi par expérience, les incantations d'aujourd'hui sont en définitive les capitulations de demain. Voilà pourquoi nous avons besoin d'une Europe qui avance, d'une Europe d'avant-garde, et notamment sur la question climatique. Et c'est sûrement l'une des conséquences de la guerre en Ukraine. Elle nous oblige à changer plus vite même qu'on l'avait imaginé notre modèle énergétique. Ce qui veut dire que l'enjeu de la lutte contre le réchauffement climatique que j'avais porté au moment des accords de Paris en 2015, eh bien, est aussi complété par l'enjeu de notre propre souveraineté, de notre propre indépendance, ce qui supposera d'aller beaucoup plus vite dans la décarbonation de notre appareil de production, dans les économies d'énergie, dans un grand programme que propose d'ailleurs Anne Hidalgo, de monter des renouvelables, du développement du biogaz, de l'hydrogène, et aussi du maintien à haut niveau de notre production d'énergie nucléaire. Ceux qui annoncent une sortie rapide de l'énergie nucléaire sont des irresponsables ou des menteurs. Les deux ne sont pas incompatibles. Et les pays qui ont renoncé à l'énergie nucléaire, la Belgique vient aujourd'hui de revenir sur cette décision. Et l'Allemagne peut-être sera obligée aussi d'y accéder. Car nous avons besoin, dans cette période-là, d'une énergie qui, à la fois, nous assure une souveraineté et ne produit aucune émission de CO2. Il n'empêche, les prix de l'énergie vont rester à un niveau élevé, quoi qu'il arrive. C'était vrai avant la guerre en Ukraine, ça sera vrai après. Et l'inflation, mes chers amis, est de retour. L'inflation, nous ne l'avions pas vue à ce niveau, 4, 5, 6% aujourd'hui depuis 30 ans. Il y a une génération, peut-être deux générations qui n'auront ou qui n'avaient jamais connu l'inflation. Les plus âgés ici, il y en a quelques-uns, avaient connu une inflation à 14, 15%. Eh bien, aujourd'hui, elle revient. Elle ne revient pas pour quelques mois, elle revient sans doute pour quelques années. Si bien que la question du pouvoir d'achat est devenue l'enjeu principal de l'élection présidentielle. Lorsque les prix s'élèvent, il n'y a pas que des perdants, mais il n'y a pas beaucoup de gagnants. L'inflation, disait Pierre Bérégovoy, c'est l'impôt payé par les plus fragiles. Que voulait-il dire ? C'est le retard des salaires par rapport au prix qui ampute le pouvoir d'achat des travailleurs. C'est la spoliation des épargnants. Quand le taux du livret de caisse d'épargne est à 1%, je ne veux pas vous conduire à enlever vos économies de la caisse d'épargne, mais quand le taux est à 1% et l'inflation à 4 ou 5, c'est d'une certaine façon un impôt qui vous est prélevé. C'est aussi l'écrasement, l'inflation des marges des entreprises industrielles et une impossibilité pour les agriculteurs de répercuter leurs coûts sur les prix. Et enfin, c'est le risque de pénurie aggravée pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics. Alors, quelle politique conduire dans ce contexte ? Le gouvernement a décidé pour un temps de subventionner les consommateurs, modestement. Je me souviens encore du Premier ministre qui a annoncé bravement un chèque de 100 €, sachant pas d'ailleurs si c'était pour le mois ou si c'était pour l'année. Finalement, c'était pour l'année. Il aurait pu dire 10 € par mois, mais il avait pensé que ça n'aurait pas été crédible. Et puis maintenant, c'est les 15 centimes annoncés baisse sur le prix des carburants pour les 4 prochains mois. Allez savoir pourquoi ces mois-là et pas le mois de septembre. Peut-être que vous arriverez à trouver la solution. On sait très bien que subventionner les consommateurs ne peut durer qu'un temps. C'est un coût énorme sur le budget de l'État. On peut aussi bloquer les prix. J'en connais qui veulent bloquer les prix pour toujours. Ce serait formidable, les prix bloqués.
Ça se fait d'ailleurs dans certains pays, pas forcément les pays les plus prospères. Généralement, c'est des pays assez, on va dire, en développement, administratif, bureaucratique, où c'est l'État qui fixe les prix. Vous êtes chef de l'État, vous dites, tiens, ce matin, quel va être le prix du pain et le prix des carburants? Et puis à un moment, votre économie se désole et dégringole surtout pour ne plus avoir de capacité à fixer la juste valeur des choses. Alors que faire? La social-démocratie, le socialisme, finalement, détient les réponses les plus appropriées dans cette période d'inflation. Je rappelle, là aussi pour les plus jeunes, que ce sont des gouvernements socialistes qui ont réussi à sortir la France de l'inflation. Je peux aussi dire que ce sont des gouvernements socialistes qui ont réussi à sortir la France du chômage, mais je ne voudrais pas pousser trop loin mon avantage. Donc, quelles seraient les solutions inspirées par ce que nous pensons tous? D'abord, une négociation sur les salaires dans les branches des principaux secteurs d'activité, les principaux secteurs d'activité. La hausse du SMIC ne peut pas tenir simplement de protection, sauf à considérer qu'il n'y aurait que des bas salaires. Il y a besoin d'une grande négociation sociale, d'une grande conférence sociale, telle que nous les avions d'ailleurs nous-mêmes menées à partir de 2012, pour permettre qu'il y ait, non pas un rattrapage, mais qu'il y ait une façon d'intégrer la hausse des prix dans les rémunérations des travailleurs. Deuxièmement, il nous faudra aussi indexer les pensions, si l'inflation prend un tour qui devient tout à fait impossible à vivre pour les personnes qui n'ont plus que les pensions de retraite. Il faudra aussi développer davantage les économies d'énergie et sans doute même permettre, comme c'est proposé, de substituer un certain nombre de véhicules à d'autres si nous voulons tenir le choc de la hausse des prix des carburants. Et il faudra taxer les super-profits des entreprises énergétiques qui, aujourd'hui, profitent nécessairement de l'inflation. Et utiliser ces produits exceptionnels sur les plus-values ou sur l'impôt sur les sociétés pour financer des chèques à l'égard des populations les plus fragiles. Et je pense notamment aux jeunes, aux familles monoparentales et aux retraités. Dans cette élection, chers amis, il y a un devoir de vérité à revendiquer. Les disciplines budgétaires n'ont plus cours depuis déjà plusieurs années. Or, le temps de l'argent gratuit et de la dette éternelle est compté. Les taux d'intérêt vont sans doute, au cours des prochains mois, augmenter. Je sais ce que ça représentera pour les collectivités locales et pour l'État, comme pour les entreprises et les particuliers. La croissance va nécessairement, à cause de la guerre en Ukraine, se contracter. Et les choix budgétaires seront nécessairement plus contraints. Et c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus rien à faire qu'à subir et qu'à attendre. Non, il y a tout simplement des priorités à établir. Le tout est possible ou le tout est promis est là encore une illusion. Rien n'est fatal, mais il nous faut être capable de dire au pays quelles sont les trois grandes priorités que nous fixons. La première, c'est nécessairement l'éducation, parce que c'est ce qui fonde même notre engagement. Et, faudrait-il le rappeler, le modèle de l'école privée n'est pas ce que nous souhaitons pour l'école publique. L'école publique doit être l'égalité pour tous et pas simplement pour quelques-uns. Et c'est la raison pour laquelle nous devons montrer que c'est sur cette voie-là que nous voulons continuer à agir. La deuxième grande priorité, c'est la mutation énergétique et écologique, parce qu'elle est provoquée par les événements et le réchauffement et la nécessité de notre indépendance. Et enfin, il y a la santé, et la santé pour tous. La question des déserts médicaux, qui ici est plus connue encore qu'ailleurs, est fondamentale.
elle explique beaucoup de ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Car la plus grande inégalité, c'est celle de l'accès aux soins. C'est la peur de ne pas pouvoir être assisté au moment où on va mal, de ne pas pouvoir trouver le spécialiste avant plusieurs mois pour apaiser une souffrance. Et donc notre devoir, c'est de réussir à ce que l'ensemble du système de santé puisse être approprié à nos besoins sur tous les territoires. Voilà les 3 grandes priorités. Il faudra une contribution fiscale sur les plus favorisés. Comment imaginer que nous arriverons à financer et l'effort de défense et la mutation énergétique et les priorités que j'indique pour la santé et l'éducation sans qu'il y ait à un moment l'effort de solidarité? Et quand j'entends des propositions sur l'héritage, comme si aujourd'hui c'était absolument indispensable de donner à 10% de la population française un peu plus pour les héritiers. Mais aujourd'hui, ce n'est pas les héritiers qu'il faut essayer de soutenir, ce sont ceux qui vivent ici et qui ont besoin de l'appui de l'État et des pouvoirs publics. Mes chers amis, il reste 3 semaines pour faire prévaloir ces choix-là dans le débat. Ce n'est pas une tâche simple que celle d'Anne Hidalgo, quand les Français, et on peut les comprendre, ont la tête ailleurs en ce moment, et quand la vie politique est en décomposition, car elle est en décomposition. Une extrême droite avec 2 candidats, dont l'un, par ses excès, banalise l'autre, sans que celle-ci n'ait pas véritablement changé. Une droite républicaine, sans boussole, avec 2 ailes, qui partent dans des sens différents, ce qui n'est pas quand même une façon évidente de voler. Un mouvement en marche qui n'aura d'existence que le temps du mandat de son inventeur, dont on ne connaît ni la doctrine ni les dirigeants, ce qui est quand même rare pour un parti politique. Une gauche éclatée, déséquilibrée, dès lors que la place prise par la frange la plus radicale interdit toute conquête du pouvoir. Voilà pourquoi, à ces quelques jours du premier tour, une grande partie de l'électorat peine à se situer, faute de perspectives sérieuses. Or, pendant longtemps, ce fut la responsabilité du Parti socialiste que d'offrir une alternative crédible et mobilisatrice. Ce fut le pari de François Mitterrand dans les années 70, quand il a refondé le Parti socialiste. Ce fut aussi la contribution majeure de Lionel Jospin avec la gauche plurielle, autour toujours du Parti socialiste. Et ce fut mon rôle pendant 10 ans, à la tête de ce parti, pour autoriser enfin la victoire de 2012. C'est la gauche de gouvernement qui permettait à la gauche de gouverner et ainsi de faire avancer le pays. Alors aujourd'hui, nous dit-on, les électeurs désabusés n'auraient de choix que de voter au nom de la stabilité pour mon successeur à l'Élysée, dont le programme emprunte les mots et les slogans de mon prédécesseur. Ou de se rallier, au nom d'un vote qui n'aurait rien d'utile, à une démarche perdue d'avance, qui nous écarterait de notre chemin européen, nous priverait de nos alliés, nous isolerait du monde et n'aurait de projet pour la République laïque que la créolisation. Eh bien non, il y a un autre choix, et ce choix-là, c'est celui d'Anne Hidalgo. Ils me répondront que le socialisme est une vieille lune, qu'il a fait son temps, et que le clivage est désormais entre les ruptures dans le fracas et la continuité dans la confusion, et qu'au milieu, il n'y aurait plus rien. Eh bien, ce serait oublier que la social-démocratie, le socialisme, est au pouvoir dans une grande partie des gouvernements européens. Ce serait occulter le fait
que nos outils, ceux du socialisme, de la social-démocratie, ont été largement utilisés, pour ne pas dire pillés, par les plus libéraux lorsque la crise sanitaire est arrivée. J'ajouterais même que la social-démocratie, le socialisme, sont les mieux placés pour régler la grande question du pouvoir d'achat, de la réduction des inégalités et de la mutation écologique. Eh bien, aujourd'hui, c'est à Anne Hidalgo que revient cette responsabilité de montrer la pertinence de cette voie, de défendre la construction européenne autant qu'il est nécessaire, de justifier la prééminence de la démocratie face aux dictatures, de lutter pour la justice sociale et de justifier aussi une politique fiscale qui appréhende l'enrichissement et les profits excessifs. Mais c'est à elle de défendre son programme. Aujourd'hui, nous devons aussi nous alerter sur les dangers qui pèsent sur le pacte républicain. Faire ensuite penser qu'au-delà des élections, il y a une société à conduire, à apaiser, à permettre le dialogue, à éviter les violences et les contestations qui dégénèrent. Nous sommes dans une république fragile. Nous avons besoin de dirigeants qui le comprennent, qui ont cette expérience. Chers amis, quoi qu'il advienne, le 10 et 24 avril prochain, une initiative devra être prise au lendemain du scrutin et avant les élections législatives pour reconstruire la gauche de responsabilité. Il y va de la vitalité de notre République qui ne peut être privée de l'espoir, de l'alternance et de l'attente d'un changement. Là aussi, il y a un enjeu qui dépasse même la gauche, qui est celui de l'équilibre de la nation, qui a besoin d'avoir des forces républicaines qui proposent, qui mobilisent, qui animent le pays, bref, qui a besoin d'un grand parti. C'est ce mouvement qu'il faut de nouveau rebâtir. Il s'est fracturé, il s'est effacé, il s'est dilué, il s'est même désincarné. À nous d'affirmer notre identité, à nous de puiser dans notre histoire, celle des conquêtes sociales, dans notre culture, celle de l'engagement, dans nos bilans gouvernementaux, nous devons être fiers, ceux que nous avons portés depuis 40 ans, avec François Mitterrand, avec Lionel Jospin et avec moi-même. Oui, nous devons redonner cette fierté, cette espérance, cette envie de nouveau d'offrir une solution au pays. À nous d'être là dès le 10 avril, à nous d'être là au lendemain de l'élection, quand le pays aura besoin de nous, car il aura besoin de nous. C'est déjà demain qu'il faut regarder, c'est aujourd'hui qu'il faut préparer. L'élection du 10 avril et du 24 avril déterminera de ce point de vue les conditions mêmes du redressement. J'y prendrai toute ma part, parce que c'est tout le sens de ma vie. Je me suis engagé il y a 40 ans pour les idéaux que nous partageons. Je les partage encore davantage aujourd'hui. Je ne céderai rien de ce que j'ai moi-même porté, à la fois comme dirigeant du parti et comme président de la République. Et ce sens de la vie, c'est l'engagement de toute une existence, c'est cette façon de faire de la politique qui doivent à un moment nous permettre de nous dépasser nous-mêmes et de continuer sur le chemin. Alors, je vous le promets ici à Limoges, nous serons toujours là et encore là pour la République et pour la France, et aujourd'hui à Limoges avec Anne Hidalgo. Merci beaucoup de rester là. Anne, monte avec toi.
Chers amis, merci d'être là si nombreux. Et cher François, Monsieur le Président de la République, merci pour ta présence, ton soutien, tes paroles. Je crois que ce soir, tes paroles fortes que tu viens de prononcer non seulement me touchent personnellement, et je veux te remercier, mais je crois qu'elles touchent aussi l'ensemble de notre famille politique et plus largement cette famille de pensée qui croit en la gauche, qui sait ce qu'elle lui doit, qui sait que la République ne serait pas ce qu'elle est si la gauche n'avait pas apporté ce qu'elle a apporté. Merci de le dire avec force ce soir. Nous sommes fiers d'être là avec toi. Nous sommes fiers de partager et ce bilan et cette ambition. Et puis je veux remercier, cher Jean-Claude, ton accueil ici dans ce département, le travail que tu y fais avec tous les amis qui t'entourent depuis longtemps, ce travail social, chevillé au corps, cet enracinement ici dans la Haute-Vienne. Merci à toi et à toute la Haute-Vienne. Merci à la Corrèze qui est là. Merci à la Creuse. Merci à vous, militants, sympathisants, élus et citoyens présents ce soir à Limoges. Alors, chers amis, oui, je vous reconnais bien là, au cœur de ce Limousin libre, cette terre de fierté, de travail, de résistance, où flotte encore le souvenir de Georges Guingouin, où vit aussi ce compagnon de la libération, mais où vit aussi le souvenir d'Oradour, terre martyre, terre des maquisards, terre de ces maquisards qui se sont libérés eux-mêmes en 1944. Et je retrouve avec vous ici ce soir à Limoges le refus de la résignation qui nous a inscrits dans l'histoire de notre pays. Merci à vous, parce que il en va de même en politique et au plus fort de l'épreuve, parce que oui, nous sommes dans une épreuve. Et cher François, tu as eu raison d'évoquer la gravité de la situation et du choix qu'il y a à faire le 10 avril. Au plus fort de l'épreuve, vous êtes fidèles. Vous êtes fidèles au poste, forts de vos convictions, sûrs de vos valeurs républicaines et sociales, certains d'ailleurs, comme moi, que ces convictions sont plus fortes que tout. Et pour cette constance, pour cette fidélité, pour ce courage, soyez remerciés. Merci vraiment à vous de porter ces convictions. Alors, mes amis, aujourd'hui, à 18 jours du premier tour de l'élection, je veux dire aux Français, et je veux vous dire cette conviction, ma conviction. Les commentateurs nous disent, depuis d'ailleurs le mois d'octobre, que c'est réglé, que l'élection est terminée, que c'est fait. Et qu'à Macron 1, ni de gauche, succédera un Macron 2, et de droite. Eh bien non. À tous ceux qui sont déconcertés par ce matraquage des sondages, des torrents de désinformation, je leur dis très tranquillement, vous pouvez choisir une autre issue à cette élection. On veut vous contraindre à un choix, plutôt à un non-choix, Macron ou le chaos. Mais c'est oublier que tant que les urnes n'ont pas parlé, tous les choix sont ouverts en démocratie. C'est oublier que rien ne garantit que les électeurs, un temps séduits par le « en même temps » du président Macron, continueront à soutenir jusqu'au bout le candidat Macron et son programme, disons-le, d'une rare violence sociale. C'est oublier un peu vite aussi que face à la droite macronienne, il y a la gauche, celle qui est là, pas celle qui proteste toujours sans jamais ne rien changer, mais cette gauche que nous incarnons, cette gauche qui agit vraiment au jour le jour pour changer la vie. Et c'est ça le message de Limoges, mes chers camarades et mes chers amis. L'histoire, on vient de l'évoquer,
François Hollande vient de l'évoquer, cette longue et belle histoire dans laquelle nous nous inscrivons, cette file humaine, cette histoire le montre. La gauche utile aux Français, c'est cette gauche, celle qui connaît les réalités, qui accepte l'honneur difficile de gouverner, celle qui sait les contraintes, mais qui sait aussi, bien sûr, les surmonter. C'est cette gauche héritière de Blum, de ces grandes conquêtes du Front populaire. C'est la gauche héritière du gouvernement de la libération, ce gouvernement qui a jeté les bases d'un nouveau pacte social et démocratique pour la France. C'est la gauche de 1981, avec François Mitterrand, Pierre Mauroy, Jacques Delors, Robert Badinter. Cette gauche qui a aboli la peine de mort, qui a supprimé les tribunaux spéciaux, libéré l'audiovisuel, décentralisé le pays, mis fin à la discrimination des homosexuels, donné la priorité à la culture et à la création, instauré le prix unique du livre. Cette gauche qui a aussi accru les droits des travailleurs dans l'entreprise avec les lois Auroux, qui a revalorisé les salaires, qui a réduit le temps de travail, créé l'impôt sur les grandes fortunes. C'est la gauche aussi avec Michel Rocard, en 1988, qui crée le revenu minimum, qui ramène la paix en Nouvelle-Calédonie, qui rétablit l'impôt sur les grandes fortunes, qui instaure la CSG, qui fait quoi? Contribuer les revenus du capital à la sécurité sociale. Cette gauche qui a instauré l'aide médicale d'État pour les sans-papiers. C'est la gauche aussi, avec Lionel Jospin, avec Martine Aubry, qui crée les emplois jeunes, la couverture maladie universelle, qui réduit à 35 heures par semaine la durée légale du travail, qui instaure le PAX, qui réduit le chômage, cher François, qui revalorise les salaires des enseignants, qui crée l'allocation de rentrée scolaire, la parité femmes-hommes pour les élections, le congé paternité, c'est la gauche, qui crée la prime pour l'emploi, l'allocation personnelle d'autonomie pour les personnes âgées et bien d'autres réformes sociales qui sont aujourd'hui des acquis précieux pour les travailleurs et pour le peuple français. Et cette gauche qui a aussi créé, à partir de 2012, cher François, sous ta présidence, 60 000 postes dans l'éducation nationale, qui a ramené l'âge de la retraite à 60 ans pour ceux qui avaient commencé très tôt. Qui a instauré le compte pénibilité atrophié par Emmanuel Macron. Cette gauche qui a fait le mariage pour tous, qui a entamé la décrue du chômage, qui a rééquilibré la sécurité sociale, les comptes de la sécurité sociale, comme en témoignent aussi les statistiques d'inégalité entre les revenus les plus hauts et les plus bas. C'est à cela aussi qu'Emmanuel Macron aujourd'hui s'attaque. Et cette gauche que tu as portée, cher François, qui a fait face avec courage, avec humanité, avec force, et chacun l'a reconnu, chacun t'a rendu hommage lorsqu'il a fallu être là, debout, tenir le pays, résister à ces sanglantes attaques terroristes de Charlie et du Bataclan, et bien d'autres encore. J'étais là, comme maire de Paris, à tes côtés. J'ai vu comment tu as supporté ce message, rassemblant la nation, faisant l'unité et renforçant aussi, parce que tu l'as fait et tu l'as porté avec beaucoup de détermination, avec Bernard Cazeneuve, renforcer tous ces moyens de la lutte contre l'islamisme radical pour nous protéger. Parce que cette gauche, c'est la gauche qui a mis en place tous ces moyens pour la sécurité des Françaises et des Français. Qu'on ne vienne pas nous expliquer que nous serions une gauche naïve. Et c'est toi aussi, cher François, qui a réuni à Paris la COP 21 pour un accord historique qui sert de référence
à toutes les actions menées aujourd'hui dans le monde par les nations. Je me souviens encore de l'appel que tu m'avais passé en me disant il y a un risque à accueillir une COP 21 parce que s'il n'y a pas d'accord, eh bien, c'est toujours difficile de donner son nom à un non-accord. Et nous nous étions dit ensemble, eh bien, on va tout faire pour obtenir cet accord. Et tu as tout fait pour obtenir cet accord. Et cet accord est un accord fondamental qui fait aussi notre fierté. Et je veux t'en remercier. Cet accord-là, pour moi, il fait partie de ces grands textes relatifs aux droits humains qui sont ces grands textes qui font la fierté de la France. Merci à toi de l'avoir porté. Ce geste fondamental pour la lutte pour le climat a cristallisé une prise de conscience planétaire. Et maintenant, elle oblige tous les gouvernants, à commencer par Emmanuel Macron, mais malheureusement, il a pris dans ce domaine un coupable retard. Et ce sont aujourd'hui tous ces responsables socialistes et républicains qui ont fait avancer pas à pas dans la difficulté, mais qui l'ont fait avancer la construction européenne dont tu viens de parler et que d'autres voudraient aujourd'hui défaire, alors que nous le savons, cette construction européenne, elle est si précieuse à l'action commune des démocraties, à la lutte pour le climat et à la justice. Alors oui, nous le savons, il y a forcément des erreurs, des difficultés, des déceptions, mais vous le savez, mes amis, c'est le lot de tous ceux qui s'attaquent au réel, qui assument les responsabilités de la conduite du pays, qui veulent changer les choses, ici et maintenant. Cette gauche que nous représentons ici, elle est forte de ses valeurs historiques. Cette gauche populaire et républicaine, cette gauche sociale et écologique, cette gauche européenne, cette gauche qui veut changer d'avenir, c'est celle que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui devant vous et avec vous et dans cette grande histoire du socialisme français et européen. Et c'est cette gauche, je le pensais, je peux désormais l'affirmer, sans risque de me tromper, depuis qu'il a dévoilé son programme, cette gauche ne peut pas accepter un deuxième quinquennat Macron. Alors, je veux m'adresser à vous, militants, sympathisants, et au-delà de vous qui êtes ici, à tous ceux qui aiment la gauche dont je viens de parler et qui l'ont portée au pouvoir en 1981, en 1988, en 1997, en 2012, mais qui peut-être aujourd'hui regardent ailleurs ou vers l'abstention. En plus de 4 heures de conférence de presse, Emmanuel Macron a contredit, dénigré, affaibli l'héritage du Conseil national de la résistance, celui qui a créé la sécurité sociale, qui a accru les droits des travailleurs, qui a organisé le développement ordonné et concerté de notre économie, ce programme essentiel à la France d'aujourd'hui d'ailleurs, et à la solidarité nationale, à l'équilibre social, à la solidité de notre République, ce programme qui mobilisait aussi d'ailleurs toutes les forces vives du pays. Et en commençant par saper cette grande conquête sociale, le droit à la retraite. Car vous le savez, Emmanuel Macron a décidé que s'il est réélu, l'âge de la retraite serait repoussé à 65 ans. Notre système de retraite, ce grand acquis des luttes sociales, serait, nous dit-il, au bord de la faillite. Et de brandir, évidemment, le spectre du non-versement des retraites, prétexte d'ailleurs à toutes les régressions, celles que réclament depuis toujours, disons-le, nous le savons, les héros du libéralisme financier. Alors je vous le dis, mes amis, c'est un mensonge. Et c'est un mensonge diffusé en boucle par tous ceux qui ne rêvent que de détruire notre État social. Et qui le dit, qui le démontre? Pas seulement moi, ce ne sont pas non plus seulement nos amis des syndicats de salariés qui le disent. C'est un organisme neutre,
indépendant, je crois même qu'il a été créé par la gauche à l'époque, le fameux Conseil d'orientation des retraites, dont les travaux sont ouverts à tous et donc à toutes les vérifications. Un ministre récemment, non, il n'est plus ministre, pardon, le président du groupe En Marche à l'Assemblée, avec lequel je débattais il y a quelques jours, m'a même dit un hypothétique rapport en parlant de ce rapport-là. Non, non, allez voir, ce n'est pas du tout un hypothétique rapport. Alors c'est vrai, il est épais, il faut le lire, il faut lire vraiment précisément ce qu'il y a dedans. Mais que dit ce rapport? Que le système de retraite n'est pas en faillite. En fait, le but réel de la réforme Macron, ce n'est pas de sauver notre retraite, mais de la réduire. Et pourquoi? Parce qu'Emmanuel Macron considère, et ce sont ses mots, que la protection sociale coûte un pognon de dingue et qu'elle serait inefficace. Mais quel terrible aveu! Quel terrible aveu! La protection des Français coûterait donc trop cher, le reste non. Il faudrait donc l'écorner, la raboter, la faire reculer. Eh bien nous pensons le contraire. C'est ce modèle social qui préserve la justice, qui protège l'équilibre de notre société et qui en fait même sa prospérité, y compris économique. Parce que nous n'opposons pas l'économique et le social, ça va ensemble. Ça va ensemble. Et le président sortant, qui invoque la crise Covid pour justifier ces mesures antisociales. Deuxième aveu, et cher François, tu l'as très bien dit, qui va payer cette crise, parce qu'il va falloir la payer, qui va payer ce quoi qu'il en coûte, qui va aussi payer, parce que tu l'as dit, nos économies sont et vont être durablement bouleversées par la guerre en Ukraine. Qui va payer cela? Ceux qui en ont bavé toute leur vie? Voilà la réponse, en fait, du candidat Macron. La retraite à 65 ans, c'est le sacrifice des classes populaires, et ce sacrifice, nous nous y opposerons de toutes nos forces. Nous le savons, mes amis, ceux qui souffriront de cette mesure, et l'inspectrice du travail que j'ai été le sait, ce sont les salariés modestes, les femmes aux carrières discontinues, ces travailleurs soumis à des tâches pénibles, dont l'espérance de vie est nettement plus courte que les autres, les seniors déjà exclus de l'emploi qui devront tous attendre 3 ans de plus pour bénéficier d'une pension à temps plein, tous ceux qui, au terme d'une dure vie de travail, souhaitent profiter un peu de la vie, réaliser des projets qu'ils avaient toujours remis, faute de temps, s'occuper de leurs petits-enfants, aider leur famille dans la difficulté, tout cela seront immanquablement les victimes de la réforme Macron. Alors je dis non, alors nous disons non, alors au nom de toutes ces femmes et ces hommes qui, comme mes 2 oncles ouvriers, sont morts avant d'avoir pu profiter de leur retraite, au nom de toutes ces luttes sociales qui ont humanisé notre société, au nom des acquis du mouvement ouvrier, je dis non à la retraite à 65 ans du programme Macron. Paieront la crise ceux qui ont les moyens, avec bien sûr le retour de l'impôt sur la fortune, la contribution de ces très hautes successions et aussi la lutte implacable contre la fraude et l'évasion fiscale. Et je vous le dis, nous préserverons l'âge de la retraite, ce sera 62 ans, pas une année de plus. Nous permettrons aussi le départ avant, à 59, 60, 61 ans, pour ceux qui ont exercé des métiers pénibles, en ajoutant aux critères actuels de pénibilité la prise en compte de ces situations qui sont très très dures, l'exposition aux produits chimiques, les vibrations, le port de charges lourdes ou encore toutes ces postures usantes. Et nous irons plus loin dans la justice,
avec un minimum vieillesse à 1 000 € net et un minimum contributif à 1 200 € net. Voilà l'un des enjeux très concrets du vote des 10 et 24 avril, l'avenir de nos retraites. Et cette élection, même si elle n'en a pas le nom, c'est aussi un référendum pour ou contre une vraie retraite pour tous. Car ne croyons pas que le seul mouvement social aurait la possibilité ou même le rapport de force le plus favorable pour ensuite arrêter dans la rue ce sombre destin pour nos régimes de retraite. Non, Emmanuel Macron a minutieusement préparé son entreprise destructrice. Annonce au dernier moment, refus des débats, et je vous le dis, vous le savez, c'est écrit, il a prévu de dissoudre l'Assemblée nationale, de conduire l'un de ces simulacres de concertation auxquels il nous a habitués. Cher Didier Lebret, tu l'as très très bien décrit dans ton livre. Et donc, au mois de juin, simulacre de concertation, déposer le projet de loi en juillet, le faire voter pendant l'été, c'est mieux, il y a moins de monde dans les rues, et le meilleur moyen de l'en empêcher, mes chers amis, c'est le vote le 10 avril. Les amis, c'est le 10 avril. Et vous le savez, cette régression en annonce beaucoup d'autres. Parce que le candidat Macron, son slogan, c'est « avec vous », mais son programme, c'est « contre vous », contre ceux qui ont travaillé dur et qui devront travailler jusqu'à 65 ans, contre les chômeurs dont il veut réduire l'indemnisation, contre ceux qui n'ont plus que les minima sociaux pour vivre et qu'il accuse de vivre sur le dos de la société, en oubliant que dans le RSA, il y a déjà tout cet accompagnement vers l'insertion que nous faisons dans les départements, et contre les enseignants, les élèves, les étudiants et leurs parents, avec cette école qu'il veut soumettre aux règles de l'argent et du profit, comme si l'instruction pouvait toujours rimer avec compétition, et contre les soignants qui sont déjà au bord de la rupture et à qui il mettra encore plus la pression avec ce qu'il appelle déjà les économies de gestion. Vraiment, mes amis, Macron 2, c'est la droite décomplexée. En Marche, c'est en marche arrière toute. Et ce en même temps, ce slogan hypocrite, mais c'est l'augmentation du revenu de ceux d'en haut et en même temps l'enfermement des classes populaires dans la culpabilité, dans la précarité, dans la baisse du pouvoir d'achat, l'espoir évanoui d'une bonne retraite. Je l'ai dit déjà, mon adversaire dans cette élection, c'est l'injustice. C'est pourquoi je le dis à tous ces électeurs de gauche, à tous ceux qui ont voté Macron, ou qui envisagerait peut-être encore de le faire. Non. Non. Il y a une autre solution. Vous me voyez venir. Vous avez été déçus. Ne prenez pas le risque de l'être encore plus. Vous avez été mécontents quand parce que vous l'avez été, vous l'avez dit quand même, hein. Le gouvernement a réduit les aides au logement, quand la réforme de l'assurance chômage a pénalisé plus d'1 million de chômeurs, quand la CSG a été augmentée pour les retraités et qu'en même temps, l'ISF avait été supprimé. Vous aviez été mécontents. Ne prenez pas, je vous assure, c'est grave, le risque de l'être à nouveau. Vous avez été dépités aussi quand 7500 postes d'enseignants ont été supprimés, soit l'équivalent de 166 collèges fermés dans le pays. Quand les promesses du grand débat tenues après le mouvement des Gilets jaunes ont été passées à la trappe, et pire que ça, passées à la trappe, laissées dans des cartons dans les préfectures dans lesquelles finalement personne, aussi des groupes de chercheurs et de gens motivés comme toi, cher Didier, ont ouvert ces cartons et s'engagent à porter cette parole citoyenne. Mais quand les mesures de la Convention citoyenne sur le climat ont été abandonnées, quand le rapport Borloo sur les quartiers populaires a été mis au rencard, nous étions un certain nombre dans la salle ce jour-là, quand nous avons assisté à cette humiliation publique.
Et quand on a supprimé en même temps tous ces contrats aidés si utiles à la vie des habitants des quartiers populaires, mais aussi, par exemple, à tous ces clubs sportifs qui font de l'éducation populaire et dont on a besoin partout dans le pays. Alors, ne prenez pas le risque d'être à nouveau déçus. Imaginons ce que serait un second quinquennat Macron. Non, je vous le dis, pas 5 ans de plus, mais 5 ans en pire. Alors imaginons parce que c'est un moment de gravité. Cette élection est là dans un moment d'immense confusion, et oui, de décomposition de la vie politique. Imaginons la situation du pays le jour d'après l'élection, s'il se retrouve pour 5 années de plus avec ce pouvoir. Imaginons un instant ce que sera le projet libéral et conservateur qui aura libre cours. Toutes les réformes de régression tentées depuis 5 ans, nous les subirons en pire dans les 5 ans qui viennent. Et nous subirons aussi, en même temps, le maintien de tous les cadeaux fiscaux consentis aux plus nantis, le renvoi de toutes les réformes démocratiques de notre République à une fumeuse commission Théodule, le refus de toucher aux gros héritages, le prolongement de la logique du ruissellement, mais nous le savons, ça n'existe pas. Les 20 plus 15 milliards d'euros de soi-disant économies de gestion qui, en fait, seront une baisse de crédit pour l'hôpital, les collectivités locales, l'école et donc tous les services publics qui font tenir une société ensemble, qui protègent une population et qui maintiennent un niveau de vie, qui permettent aussi à l'économie de prospérer. Et il faudrait se résigner à nouveau à voter au premier tour pour Emmanuel Macron sous prétexte qu'il servirait de rempart face à l'extrême droite. D'ailleurs, il avait fait une forme de promesse en 2017. Il avait dit plus jamais vous n'aurez à choisir entre un candidat républicain et l'extrême droite. Et qu'est-ce qui se passe dans cette élection ? 2 candidats d'extrême droite. 2 candidats d'extrême droite. Mais cette question, elle se pose au 2e tour. Mais la meilleure façon d'éviter qu'elle ne se pose, c'est, je vous le dis, et vous le savez, en femmes et hommes libres que vous êtes, c'est d'exercer sa liberté de vote au premier tour, dès le 10 avril, lors du premier tour de la présidentielle, quand on doit choisir les finalistes du scrutin. Rappelez-vous à ce moment-là, dites-le autour de vous, ces tromperies, ces faux semblants qui ont déclenché cette crise nationale, celle des Gilets jaunes, qui s'est arrêtée parce qu'il y a eu la crise sanitaire. Et ne vous résignez pas à 5 nouvelles années de pouvoir vertical, avec une armée de députés sans pouvoir réel, issus d'un parti, tu l'as très bien dit d'ailleurs, qui disparaîtra avec celui qui est censé l'animer, mais qui est surtout sûr de sa supériorité. Et en même temps, une opposition, celle du peuple qui souffre et qui s'exprimera où ? Immanquablement dans la rue, quand les institutions ne sont plus là pour réguler nos avis qui sont différents. Et c'est ça la beauté de la démocratie, d'avoir des avis différents, mais d'avoir des institutions qui nous permettent de vivre ensemble et d'élaborer des projets ensemble et d'admettre qu'il y ait des majorités. Mais dès le 10 avril, si vous êtes de gauche, même si parfois vous n'osez plus le dire, ni même parfois vous le dire, ou que vous pensez comme des millions de Français, parce que c'est ce que l'on entend aussi, à vous abstenir. Je vous le dis, choisissez la gauche républicaine, la gauche laïque, la gauche responsable, la gauche des vraies réformes, la gauche des vrais changements. Mes amis, certains disent la gauche, mais quelle gauche ? Ah, nouvelle petite musique du moment, savamment orchestrée, c'est celle du soi-disant vote utile. À gauche,
autour de celui que les sondages du moment placeraient devant les autres candidats de gauche. D'abord, ne vous y trompez pas, cette musique, elle émane de ceux-là même qui veulent que la gauche ne gouverne pas. Ça, c'est assez clair. Et je vous le dis tout net, la gauche, pour être de gauche, ne peut jamais avoir de complaisance envers une dictature, elle ne peut jamais ne pas choisir son camp entre un peuple qui se bat pour sa liberté et les oppresseurs qui le bombardent. Et au-delà de ces désaccords profonds qui nous séparent de cette gauche sur le conflit ukrainien, tout cela a mis en évidence plus qu'une divergence, la question des valeurs de la gauche et de son rapport à la démocratie. Alors parfois on m'a dit « tu y vas un peu fort ». Non, non, écoutons-le. Je vous cite simplement les phrases de Jean-Luc Mélenchon, prononcées souvent et très récemment. Non, écoutez. Le 20 février 2016, êtes-vous pour ce que fait Poutine en Syrie ? Réponse, oui, il va régler le problème. Le 30 janvier 2022, je considère que ce sont les États-Unis qui sont dans la position agressive et non pas la Russie. Le 10 février 2022, c'était il n'y a pas longtemps. Il y a donc à peine plus d'un mois. L'agresseur, c'est l'OTAN et non la Russie. Autrement dit, pour Jean-Luc Mélenchon, le danger vient de l'Ouest, alors que l'agression est à l'Est, ce qui tend à prouver qu'il a un peu perdu le Nord. Et mes amis, dans la droite ligne de cette vision géopolitique totalement insensée, Jean-Luc Mélenchon critique l'envoi d'armes destinées à aider les Ukrainiens à se défendre. Est-ce vraiment ce vote que nous voulons à gauche dans la situation actuelle ? Mais non, je vous appelle à voter pour cette gauche qu'on aime, celle qui joint la parole aux actes pour défendre le peuple ukrainien, celle qui, comme je le fais en votre nom, soutient l'aide concrète à l'Ukraine pour se défendre face à l'offensive de l'armée russe, cette offensive et cette armée qui bombarde les villes et qui s'attaque délibérément aux civils. Pour cette gauche qui sait que l'on n'impose pas la paix sans se donner les moyens de ne pas perdre la guerre. Et je réitère ici ma demande, comme François Hollande l'a fait, celle d'un renforcement des sanctions en arrêtant dans un délai rapide nos importations du gaz et du pétrole russe en France et en Europe. Et qui peut croire utile le rassemblement dans les votes autour d'un candidat qui veut quitter l'Alliance Atlantique et même s'il ne le dit pas, parce que plus personne, c'est vrai, n'ose le dire, sortir de l'Union européenne, mais quand même expliquer qu'on n'est plus tout à fait dedans, ou alors à la carte, comme tu l'as si bien dit. Et cela transparaît dans le programme de la France insoumise. Serait-ce la bonne orientation pour notre politique étrangère qui a forcément des conséquences sur la politique nationale ? Évidemment que non. J'ai pris position dans mon programme en faveur du maintien de notre présence dans l'OTAN, comme tous les présidents avant moi, et je persiste et je signe. Il en va bien sûr de notre sécurité nationale. Et être membre de l'Alliance, ce n'est pas pour autant être inféodé aux États-Unis. Notre refus d'ailleurs de la guerre en Irak l'a bien montré. Mais restons autonomes dans notre politique internationale. Mais quand l'essentiel est en jeu, nous restons fidèles à nos alliances historiques et avec les grandes démocraties, et je le resterai. Et sur ce point, comme tous les sociodémocrates d'Europe, je serai inflexible. Chacun l'aura compris. Mais je crois que ça va beaucoup mieux en le disant. La gauche de M. Mélenchon, celle d'ailleurs qui, il y a 5 ans, n'a pas appelé à faire barrage à l'extrême droite, celle qui, pendant 5 ans, a empêché toute reconstruction de la gauche, cette gauche-là, c'est l'impasse. Cette gauche-là, c'est sans doute la moins utile du monde.
Et j'ajoute que si la gauche venait à être dominée par un mouvement livré à de tels errements, cela signerait pour longtemps la fin de tout espoir d'un gouvernement de gauche dans notre pays. Et chacun doit méditer son bulletin de vote en main le 10 avril, cette maxime élémentaire. Sans gauche démocratique de gouvernement, il n'y aura pas de gouvernement de gauche. Le vote utile, c'est le vote pour la gauche qui se coltine le réel pour aller à l'idéal. C'est le vote pour la gauche qui ne transige pas avec les valeurs de la République. Cette gauche nouvelle que nous incarnons, que nous portons, que nous allons faire prospérer, cette gauche sociale, écologique, laïque et européenne. Plus vous serez nombreux à mesurer cet enjeu et à en parler autour de vous, à l'exprimer par vos votes les 10 et 24 avril, et plus vite, je vous le dis, la gauche reviendra au pouvoir ici en France, comme elle gouverne avec les sociodémocrates dans nombre de pays européens. Je parlais de l'Europe il y a un instant et je veux y revenir. Ce message universel de la France nous oblige. Nous soutenons donc le peuple ukrainien agressé par un tyran. Mais nous devons aussi nous préparer à affronter ce nouveau chapitre de cette longue histoire. Et comme tu viens de le faire, cher François, l'urgence, c'est le renforcement de l'Union européenne pour laquelle les sociodémocrates du continent ont œuvré. Ils y ont œuvré passionnément, inlassablement, utilement. Et l'Europe démontre dans la crise son unité, sa volonté de devenir une puissance sur l'échiquier mondial, sa détermination à défendre aussi ses valeurs humanistes, de liberté et de justice. Et elle doit resserrer ses liens, coordonner au mieux son action diplomatique, économique, militaire, pour retrouver ce chemin de la paix sur le continent. Et de Léon Blum à François Mitterrand, de Jacques Delors à Lionel Jospin et à toi, cher François Hollande, les socialistes français ont toujours œuvré pour l'Europe, pour son indépendance et pour sa cohésion. Et je revendique cet héritage et je veux poursuivre leur lutte historique. Et il nous faut franchir un cap nouveau pour l'unité, pour cette unité politique de l'Europe et jeter les bases d'une Europe de la défense. Oui, Présidente, je favoriserai avec énergie la mise en partage de l'outil de défense, la recherche, la construction d'armements, des armements adaptés aux nouveaux défis et notre cohésion stratégique et notre volonté commune pour protéger notre pays et les peuples du continent. Présidente, avec nos amis sociodémocrates qui montrent à la tête de nos grands pays partenaires force et hauteur de vue, je militerai ardemment pour la sécurité collective et pour l'action des organisations internationales, oui, aussi pour un désarmement nucléaire équilibré, pour que l'Europe devienne cet acteur qui compte pour la paix mondiale et la sécurité de tous. Mais je serai tout autant inflexible quand la défense des peuples libres à travers le monde contre le terrorisme ou l'impérialisme autoritaire pour prévenir cette immense régression que serait la progression archaïque des tyrannies de la planète contre les démocraties. L'Europe est un continent de paix. Pour le rester, elle doit s'armer militairement, mais aussi, nous le savons, elle doit lutter avec la même force contre les inégalités et contre le réchauffement climatique. Et à cette politique internationale doit s'ajouter, et c'est mon combat, la promotion d'une véritable diplomatie climatique, totalement abandonnée ces 5 dernières années. Et pourtant, on le savait, la question du climat était ce qui permettait à la France aussi de porter ce leadership au niveau international. Elle était attendue sur ce sujet-là. Elle avait sa place, elle était légitime, elle avait porté l'accord de Paris. Mais nous le savons, les guerres ont des causes et il en est une qui va inéluctablement monter en puissance dans les années qui viennent,
c'est le réchauffement climatique qui menace l'avenir de l'humanité et qui provoquera encore nombre de conflits à travers le monde pour l'eau, pour la terre, pour l'espace restreint par la sécheresse et par toutes ces catastrophes climatiques. Et là encore, le temps nous manque déjà. Le quinquennat de Macron a été 5 ans de perdu. Et au mandat de l'inaction climatique, d'ailleurs, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel pour le mentionner, cette inaction climatique sanctionnée par la justice devra succéder un mandat forcément de la responsabilité et de la détermination et de l'action pour nos enfants. Et je le dis ici à Limoges, je mettrai toute mon énergie dans cette lutte. Je proposerai un sommet Paris plus 10 ans après le succès de la COP21, pour rehausser les ambitions des États, des organisations et de la société civile, mais aussi des acteurs de la finance et du secteur privé. Nous sommes ce pays qui a permis l'accord de Paris en 2015 et je reprendrai ce flambeau. Et nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre. Parce que les effets du dérèglement climatique sont là et ils déstabilisent déjà les États et la paix dans le monde. Nous parlions du pétrole, du gaz tout à l'heure. Mes amis, nous n'en serions pas là si la transition énergétique avait été au rendez-vous. Alors nous mettrons fin à notre dépendance aux énergies fossiles, sans tomber non plus dans celle à l'uranium, qui est nécessaire au nucléaire et qui est une énergie de transition dont on ne peut pas sortir comme ça, en un claquement de doigts. Et nous nous tournerons vers cette réelle indépendance dans les énergies renouvelables, dans ce mixte énergétique pour lequel nous sommes aujourd'hui les derniers de la classe en Europe. Les derniers de la classe en Europe. Alors que nous sommes attendus en Europe, alors nous serons au rendez-vous. Et mes amis, l'urgence, c'est aussi de se réunir, de se rassembler, mais de changer d'avenir. C'est ce slogan car c'est ma volonté la plus farouche. Ma candidature a ce sens, réunir notre pays autour des valeurs de la République, sociale et laïque, pour que la France soit forte. Et pour qu'elle soit forte, pour qu'elle délivre son message au monde, nous le savons, elle doit être juste. Et si j'emploie ce mot, ce n'est pas seulement pour rappeler ce bel idéal qui est le nôtre, cette valeur qui sert de boussole à notre mouvement depuis le début de son histoire, la justice sociale. C'est parce que je crois que la France n'est grande que dans la justice. Et je le crois parce que je l'ai vécu, parce que c'est ma vie, c'est mon histoire. Si je crois en la République, c'est parce qu'elle fut juste pour les enfants d'ouvriers comme moi. Et je l'ai déjà dit, à cette République, je lui dois tout, parce que cette République a permis à une fille d'immigrés espagnols de recevoir l'éducation qui lui a permis de bâtir sa vie et d'être une femme libre. Parce que cette République, elle a permis à une femme comme moi d'exercer ce beau métier d'inspectrice du travail et ensuite d'être élue à la tête de Paris, de diriger la capitale du pays et de contribuer ainsi à la réforme, à la transformation écologique, mais aussi au rayonnement de la France. Mes amis, le rêve français, il est là, offrir à chacune et à chacun des enfants de la République de faire valoir son travail, ses talents et de réussir sa vie. Ce rêve même que les duretés d'une économie de marché injuste et d'une société trop hiérarchique obscurcit encore. Cet espoir partagé, cet avenir ouvert à toutes et à tous, c'est la source de la force de la France, c'est le levier du redressement du pays, qui suppose la mobilisation de tous. C'est l'origine du rayonnement de cette nation, notre nation, qui parmi les premières a proclamé que l'émancipation humaine était le vrai but des sociétés modernes. C'est pourquoi je veux que notre pays, fort de ce passé,
change d'avenir pour sa grandeur. Et changer d'avenir, c'est augmenter d'urgence les salaires pour faire face à la hausse des prix qui ronge le pouvoir d'achat. D'ailleurs, un sujet sur lequel, en 4 heures de présentation de son programme, le candidat Macron n'a pas dit un mot. Et je l'ai dit dès le début de ma campagne, parce que je voyais bien, avant même la guerre en Ukraine, que partout dans mes déplacements ici, lorsque je suis venue il y a quelques mois, de plus en plus de gens nous disaient qu'ils n'arrivaient plus à joindre les deux bouts. Et avec la guerre en Ukraine, la flambée des prix du pétrole et du gaz, du blé, la situation des familles populaires et des classes moyennes est devenue très critique. Alors, si les Français me font confiance dès le mois de mai, je bloquerai un peu quand même les prix de l'énergie, mais je baisserai surtout à 5,5 la TVA qui leur est appliquée. Et je relèverai aussi les points d'indice et les retraites de 3% pour rattraper l'inflation. Et je créerai un minimum jeunesse. Les départements, Jean-Luc, tu es là aussi, l'ont dit et le portent. Je revaloriserai le travail parce que c'est par le travail que ça commence. C'est comme ça qu'on crée de la valeur, en faisant en sorte qu'il y ait du travail dans le pays et en augmentant le SMIC de 15%, mais bien sûr en ouvrant ces négociations salariales dans toutes les branches professionnelles. La revalorisation du travail, je la veux matérielle pour rendre la vie quotidienne meilleure, mais aussi morale, par le respect de la considération qui doit être due aux travailleurs, par l'extension de leurs droits dans les entreprises, dont nous le savons, ils sont les chevilles ouvrières. Et comme en Allemagne, les salariés deviendront administrateurs, à parité avec les représentants des actionnaires. C'est ça, changer d'avenir. Mais changer d'avenir, c'est aussi investir dans cette priorité, l'école, et au premier chef, dans le travail de ses professeurs, les hussards de la République, les transmetteurs du savoir sans lesquels il n'y a pas de vraie liberté. Ils sont les formateurs de l'esprit civique, sans lequel il n'y a pas de société unie et libre. Le candidat Macron leur a dit aujourd'hui, si vous voulez gagner plus, il faudra faire des remplacements ou de l'aide aux devoirs. Comme s'ils ne le faisaient pas déjà. Comme s'ils se tournaient les pouces. Comme s'ils étaient assez payés pour ce qu'ils font. Quel mépris! Alors que chacun ici connaît leur dévouement au service du savoir et de la République. Alors que chacun peut vérifier qu'ils sont parmi les moins correctement payés en Europe. Je revaloriserai les salaires des enseignants, en commençant par les professeurs des écoles, qui commenceront désormais, comme les cadres, à 2 350 € net par mois. Je leur permettrai de développer des pédagogies ouvertes, inclusives, nouvelles. Et de même, le pays doit savoir que, devant les menaces de tous les intégrismes, nous ferons respecter sans faiblesse les principes de notre laïcité, qui est une loi de tolérance et de liberté religieuse, qui protège aussi la neutralité de l'État et l'intégrité des programmes scolaires. Changer d'avenir, mes amis, c'est aussi annuler cette sélection par algorithme qu'on appelle Parcoursup, qui met en stress tout le pays, qui inflige à nos jeunes l'anxiété d'une sélection impersonnelle, sauf, m'a-t-on dit, pour un enfant de ministre. Je supprimerai donc Parcoursup. J'augmenterai les places dans l'enseignement supérieur. Je généraliserai la possibilité de se former dans des cursus en alternance en apportant rémunération et adaptation des temps scolaires. Mais changer d'avenir, ce sera aussi instaurer enfin l'égalité des salaires et des femmes et des hommes. En 2022, nous sommes en 2022. Pour qu'il soit mis fin à cette inégalité qui défigure notre idéal de justice. Mais c'est aussi le droit à la sécurité avec plus de policiers sur le terrain et plus de moyens pour la justice. C'est élaborer des directives pour faire baisser
ces insoutenables violences dont les femmes sont les victimes. C'est aussi lutter contre le cyberharcèlement qui frappe tant d'adolescentes et d'adolescents. Et c'est faire leur place à nos aînés, trop souvent relégués, en dépit des services rendus à la société, dans des établissements où l'on manque de bras et où nos aînés sont réduits souvent à une condition humiliante. C'est le droit aussi à chacun, quand il est accablé par un mal inexorable et trop douloureux, de bénéficier des soins palliatifs accessibles en nombre suffisant et d'exercer dans l'humanité sa dernière liberté, celle de mourir dans la dignité. Et pas besoin de nouvelles conventions citoyennes dont on sait à quoi elles serviraient, à ne pas faire. Nous le ferons. Et c'est aussi le retour de l'hôpital au cœur du système de santé où les gens passent avant l'argent et donc débarrassés de cette logique d'entreprise. Mais aussi, et je sais ici que dans le Limousin, mais en Corrèze et dans la Creuse, vous êtes bien sûr principalement concernés par ces déserts médicaux. Et les médecins qui viendront exercer ici dans les déserts médicaux, dès cette année, pourront venir dans le cadre d'une 4e année d'internat pour permettre justement de cette égalité dans l'accès aux soins à laquelle tous nos concitoyens ont droit. Et changer d'avenir, c'est prévoir aussi les instruments qui nous permettront d'affronter dans la justice cette grande affaire du siècle sur la mutation écologique. Et je veux faire de notre République une des premières nations vraiment respectueuses de la planète. Alors oui, je le redis, j'instaurerai un impôt sur la fortune dédié à la transition énergétique en mettant à contribution les plus nantis qui sont en fait aussi les premiers pollueurs. Et je créerai un tiers payant, logement et un leasing social pour acheter des véhicules électriques, pour que chacun puisse participer sans surcoût à ces transformations décisives pour le climat que sont l'isolation des habitations et les mobilités propres. Et oui, je mettrai aussi sur pied un tribunal international qui combattra le crime d'écocide. Et changer d'avenir, mes amis, c'est un nouveau souffle démocratique, des institutions qui font plus de place au Parlement, comme à l'expression directe des citoyens. Ils pourront désormais amender les lois ou demander l'organisation d'un référendum, ce référendum d'initiative citoyenne, ce RIC voulu par les Gilets jaunes, demande à laquelle nous ferons droit. Ensemble, oui, nous allons changer d'avenir. Nous créerons par la réforme, parce que c'est ça notre méthode pour rassembler, par la réforme patiente et opiniâtre, mais déterminée, cette République laïque, sociale, écologique et européenne à laquelle nous aspirons tous. Nous mettrons en œuvre tout de suite dans la réalité de nos vies les 3 mots de la devise républicaine: la liberté pour chacune et pour chacun, l'égalité pour chacune et pour chacun, et la fraternité pour tous. Changer nos vies, nous l'avons fait et nous pouvons le refaire. Retrouvons l'espoir, rendons-le à notre jeunesse. Je vous appelle, mes amis, je vous appelle à la constance et au courage. Croyons en nous, croyez en vous, croyez en cette France juste, croyez à une République sociale et écologique. Ensemble, nous pouvons changer d'avenir. Vive la République et vive la France!